Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée à la suite d'une petite dispute, ou plutôt d'une grosse. Vous savez, un de ces moments lors de phases d'énervement avec quelqu'un en face de vous. Qu'on soit dans la rue, dans une maison, vous devez connaître ce sentiment qui vous submerge à ce moment-là. Ce mélange de colère, d'énervement, de tristesse et de rage qui peut vous pousser à bout est capable de vous obliger à faire n'importe quoi. Du coup, on fait tout pour ne pas arriver dans cet état de nerfs, malgré la dispute. Et parfois, la seule solution qu'on peut entrevoir dans ce tunnel de colère, c'est de s'éloigner de l'autre, et vite. Bien, pour éviter le pire, du moins c'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai fait. Et au vu de ma situation actuelle, je le regrette amèrement. Ce n'était vraiment pas une bonne idée, que la faute soit imputable à notre environnement ou à toute autre chose. Franchement, c'était quasiment impossible de réfléchir correctement avec un tel niveau d'énervement. Mais quand même, claquer la porte du motel où je me trouvais et partir seul dans un lieu complètement inconnu, qui plus est sur un terrain potentiellement accidenté, ce n'était pas bien malin. En plus de ça, en fin de journée. Et bien sûr, quand on part sur un coup de tête, c'est bien connu. On essaie de penser à prendre le nécessaire. Ne serait-ce que le minimum, au moins un sac ou une veste. Mais non, je n'ai même pas eu l'intelligence de réfléchir à ça. Oh, j'ai bien mon téléphone. Seulement, voilà, je devais le changer la semaine dernière. Bien sûr, comme c'est souvent le cas, il y a eu du retard avec la commande. Et là, il ne capte rien, pas de réseau. La nuit est tombée bien plus rapidement que je l'imaginais. Et bien évidemment, la fraîcheur qui va avec. Pour rajouter au plan galère, je me suis rapidement perdu. Pourtant, j'ai eu un éclair de lucidité à un moment, et j'avais vraiment en tête de ne pas trop me laisser guider par la colère. J'ai même pensé à rebrousser chemin, mettre de côté ma frustration due à la dispute et rentrer discrètement en usant d'une excuse bidon pour expliquer mon changement d'avis, tout en assurant à l'objet de ma colère que j'étais toujours en mode « je te fais la gueule ». Mais ça m'est sorti de la tête quand je suis passé à hauteur de la petite boutique qui accompagnait la station-service associée au motel. C'est là que deux types passablement ivres m'ont interpellé de façon plutôt grossière. Et je dois dire que je n'étais logiquement pas d'humeur à ça. J'ai alors tourné les talons pour éviter d'envenimer les choses et pris le premier chemin qui s'offrait devant moi. C'était ma première erreur. Au bout d'une centaine de mètres, le chemin devenait un peu plus étroit. Comme j'étais toujours énervé, je n'y prêtais pas attention. Pas plus qu'au panneau indiquant que le chemin était fermé et qu'il n'était plus autorisé de s'y promener. Plus j'avançais, plus je m'enfonçais vers mon malheur, jusqu'à passer devant deux bifurcations sans même m'en rendre compte. Ce n'est qu'avec la baisse de la lumière que j'ai pris conscience que je devais marcher depuis plus d'une heure, sans faire attention où j'allais. J'ai alors fait demi-tour et me suis rapidement aperçu que je m'étais perdu. C'est là que j'ai commis ma deuxième erreur. Je craquais, j'étais à bout de nerfs. Ne sachant plus où aller ni quoi faire, je me suis bêtement mise à pleurer, assise là, au milieu de nulle part, et j'ai pleuré. Forcément, je me suis fait remarquer. J'ai entendu du bruit derrière moi et j'ai vu une silhouette. Je me suis relevé pour mieux voir qui était là, et il m'a semblé voir un homme. J'ai crié pour demander qui venait. C'était un des deux mecs sous de la supérette. Bordel, qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'il m'avait suivi? Qu'est-ce qu'il me voulait? Hors de question pour moi d'essayer de le découvrir. J'ai préféré fuir. Et il s'est aussitôt lancé à ma poursuite. Plutôt sportive et pas du tout ivre, j'ai réussi à le semer. Je reprenais mon souffle quand j'ai aperçu un peu plus loin une très jolie petite maison au toit de chaume. Au-dessus de l'entrée figurait une enseigne, chambre d'hôte. J'ai hésité un instant et je suis allé frapper. Une charmante dame âgée m'a ouvert la porte. Elle semblait plutôt surprise. « Que faites-vous là à cette heure-ci? Que voulez-vous? Je n'ai pourtant reçu aucune réservation. » Désolée de vous déranger, je me suis perdue. La vieille dame m'a alors proposé d'entrer et de me réchauffer. Ce que j'ai fait. Je lui ai demandé s'il y avait un téléphone pour appeler mon mari et le rassurer. Elle m'indiqua une porte au bout d'un petit couloir. C'était un petit bureau et il y avait effectivement un vieux téléphone fixe posé sur un guéridon dans l'angle de la pièce.
Je décrochai le combiné, quand j'ai vu au travers de la fenêtre qu'il était à nouveau là, le mec ivre, et il me faisait de grands gestes. Je m'empressais de composer le numéro de la police quand je réalisai qu'il n'y avait aucune tonalité. Je suis allé l'indiquer à mon hôtesse, qui s'excusa en m'expliquant que c'était chose courante ici, et que pour couronner le tout, les portables ne captaient pas. En même temps, comme elle le disait, cela faisait partie du charme proposé aux touristes qui venaient dormir chez elle. Mais quelque chose commençait à me déranger sans que je n'arrive à déterminer quoi. Je lui demandai quel était le chemin le plus rapide et surtout le plus facile pour retourner au motel d'où je venais. Mais elle insista pour que je reste dormir. C'était en effet la solution qui semblait la plus sûre. Pourtant, quelque chose me gênait toujours et je n'étais pas à l'aise. Je lui demandai où étaient les toilettes et, là encore, au moment de me laver les mains, je l'ai encore vu dehors en train de me faire des signes. Le même mec bourré. En sortant de la pièce, j'ai voulu en faire part à la dame dont je ne connaissais toujours pas le nom. Et là, elle m'a poussé dans un escalier puis fermé la porte à clé. Je me suis retrouvé coincé dans sa cave, sans pouvoir en sortir ni prévenir qui que ce soit. J'ai hurlé, tambouriné la porte, fait tout le raffut possible avec le faible espoir que ça puisse alerter quelqu'un, mais en vain. Et ce foutu téléphone à la con qui ne daignait toujours pas fonctionner. Mais quelle idée j'avais eue aussi de me rendre dans un endroit pareil. L'enseigne m'avait donné confiance. Qui pourrait soupçonner une vieille dame tenant des chambres d'hôtes d'être une dégénérée ou je ne sais quoi? Je ne savais même pas à quoi elle me destinait. J'étais dans un flou total. Je repensais aussi au mec de la station-service, celui que je croyais à tort qui voulait s'en prendre à moi, pour me voler ou pire encore. On dit qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Vu ma situation, c'est on ne peut plus vrai. Sans savoir ce que cette vieille peau me voulait, il fallait que j'occupe mon esprit d'une manière ou d'une autre. Ça me donnerait peut-être une idée ou un moyen de sortir d'ici, ou au moins un moyen de prévenir quelqu'un de l'extérieur. À ce moment-là, j'avais presque oublié le sou de tout à l'heure. Je ne pensais qu'à calmer mon stress ayant atteint des sommets. J'ai parcouru la cave où je me trouvais, aidé de la seule lumière de mon portable. Il y avait au moins une fonction qui marchait sur cette merde. Dans un premier temps, je n'ai rien remarqué d'anormal. C'était une cave comme tant d'autres, avec des vieux objets datant de Mathusalem, une malle remplie de vieux habits à moitié mangés par les mites, un vieux réchaud, une caisse à outils, et des tonneaux disséminés çà et là un peu partout. J'ai essayé d'en déplacer un. Je pensais m'en servir pour atteindre le soupirail situé un peu plus haut. Ça aurait pu être un moyen d'avertir quelqu'un à l'extérieur que j'étais enfermé par une vieille folle. Quelqu'un de plus fiable que l'autre alcoolique. C'était con à dire, mais je me disais qu'il aurait pu être un élément clé. Une porte de sortie s'il n'était pas imbibé d'alcool. Même s'il disait à la police que j'étais enfermé, qui croirait un poivreau? Il penserait forcément qu'il était en plein délire et ne tiendrait pas compte de ce qu'il dit. Non, il fallait quelqu'un de sobre, c'était un minimum. Si je pouvais atteindre ce soupirail, ce serait l'idéal. Et tous ces tonneaux, en empilant un ou deux d'entre eux l'un sur l'autre, ou sur une table comme celle que j'avais vue dans un coin, ça m'aurait fait un moyen parfait pour mon objectif. Mais j'ai vite déchanté. Aucun d'entre eux n'était déplaçable, à croire qu'ils étaient lestés au plomb. C'était la première nuit que je passais dans cet endroit insalubre, la première d'une longue série. J'ai trouvé un tas de couvertures, pas trop abîmées, placées dans une caisse sous l'escalier. C'était sommaire, mais j'ai pu me faire un semblant de lit. Le lendemain, je peinais à ouvrir les yeux quand j'ai entendu le cliquetis de la serrure. Je me suis brusquement levé, bien que tenant à peine debout, me ruant vers l'escalier, espérant prendre de vitesse ma geôlière. Mais elle m'attendait avec à la main un vieux fusil que je devinais en parfait état de marche. Le sourire de la vieille à ce moment-là était éloquent. Si je tentais de m'approcher plus, il était évident qu'elle n'hésiterait pas à tirer cette timbrée. Elle posait un plateau sur une des marches de l'escalier en souriant, avant de franchir à nouveau le seuil de la porte de la cave. Elle a posé un doigt sur sa bouche, m'invitant au silence. Cette vieille peau! J'ai encore plus explosé de colère à ce moment, l'insultant, lui criant dessus, lui demandant ce qu'elle voulait. Mais elle ne dit rien.
se contentant de sourire à nouveau et quittant la pièce en refermant à clé derrière elle. J'ai monté les escaliers après son départ. J'ai pris le plateau. Dessus, il y avait une bouteille d'eau, un plat constitué de purée et de saucisses et de madeleine en guise de dessert. Au moins, je savais que son intention n'était pas que je meure de faim. Mais je n'en savais pas plus. Avec le soleil filtrant par le soupirail, je voyais un peu mieux ce qui était désormais mon lieu de vie. C'est là que j'ai découvert un petit meuble dans le fond de la cave, que je n'avais pas vu dans la pénombre la veille. À l'intérieur, il y avait plusieurs objets, aussi divers que troublants. Des colliers, des montres, des portefeuilles, des pièces de monnaie, des photos, des chapeaux et des pièces d'identité. Je reconnaissais certains visages pour les avoir vus au Flash Info. C'étaient des personnes recherchées depuis plusieurs mois pour certains, tous disparus mystérieusement sans que personne ne sache ce qu'ils étaient devenus. Des personnes seules, mais aussi des couples, des amants interdits ou ayant des relations contre nature, de ce que j'avais compris. Il y avait même des tapineuses, comme les appelait mon mari. Bon sang, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être à ses côtés en ce moment. Je serais même prête à me confondre en excuses pour toutes les saloperies que je lui ai dites lors de notre dispute. Cette saleté de dispute qui m'avait conduit ici. Ça devait être de ça que le sou avait essayé de m'avertir. Je ne savais pas comment, mais il semblait savoir ce qui se tramait ici. Sinon, pourquoi aurait-il tenté de m'avertir du danger? Tous ces gens, ils avaient dû être victimes aussi de l'autre taré d'en haut. Son commerce de chambre d'hôte, en fait, c'était une couverture pour je ne sais quelle activité dont j'ignorais encore la nature. Ce n'est que plus tard que j'ai enfin compris. Les tonneaux, j'ai compris pourquoi ils étaient aussi lourds. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vu les cartes d'identité ou un instinct de survie quelconque, une forme d'étincelle qui s'est imposée à moi, mais j'ai eu l'idée de vouloir savoir ce qu'il y avait dans ces tonneaux. J'ai pris une petite statuette en métal trouvée à côté du meuble et je m'en suis servi pour briser le bois d'un des récipients. Ce que j'ai trouvé dedans m'a fait vomir mes tripes. Il y avait un corps à moitié dissous dans je ne sais quel acide. Celui-ci, à peine déversé sur le sol, s'est mis à ronger ce dernier. Je préfère ne pas dire dans quel état se trouvaient les restes sortis du tonneau. Rien que d'y repenser, je crois que je serais capable d'en gerber à nouveau. Fort heureusement, le tonneau surprise, dont j'avais découvert le secret, se trouvait hors du champ de vision de la vieille lorsqu'elle m'amenait mes repas 2 fois par jour, avec toujours son fusil en main et son sourire malsain sur le visage. Ce qui fait qu'elle n'a pas su que je savais ce qu'était devenu ceux m'ayant précédé. Une chance pour moi. Qui sait ce qu'elle aurait pu faire en s'apercevant que j'avais éventé sa macabre distraction? Peut-être aurait-elle précipité les choses et m'aurait fait rejoindre un tonneau spécialement réservé pour moi. Mais vous vous demandez sans doute comment je peux vous expliquer tout ça alors que j'étais enfermé dans cette cave. Je pense que certains d'entre vous auront compris que j'ai fini par me sortir de ce cauchemar. Et ce, grâce au fameux poivreau et à un petit chien semblant en manque d'affection de la part de sa maîtresse. Je m'explique. Cela faisait 4 jours que j'étais l'hôte de cette petite vieille de son prénom Jeanne, tel que je l'apprenais après m'être évadé de mon enfer. Cette fois, celle qui me retenait prisonnière était accompagnée d'un petit chien, un basset. Il me rappelait celui que possédait ma mère à une époque. J'adorais ce chien, jusqu'à ce qu'il rejoigne le paradis des chiens. Je ne sais pas s'il a senti que j'aimais ses semblables, mais toujours est-il que Puppy, le nom du basset, s'est soustrait à la vigilance de sa maîtresse dès lors que j'ai souri en le voyant. J'avoue avoir eu un peu honte de ce que j'ai fait par la suite, mais c'est ce qui me permet de vous conter ma mésaventure aujourd'hui. Disons que j'ai pris en otage ce cher Puppy, menaçant Jeanne de l'étrangler sous ses yeux si elle ne me libérait pas dans la seconde. Je l'ai sentie hésitante. Elle m'a demandé de bien réfléchir à ce que je faisais. Elle me disait que je ne comprenais pas le bien fondé de son action. Je lui répondais que je me foutais de ses motivations. Tout ce que je voyais, c'était qu'elle avait un sacré grain et que si elle ne m'obéissait pas, elle pouvait dire adieu à son chien. Je rajoutais que de toute façon, j'étais condamné à finir dans un des tonneaux moi aussi. Alors, perdu pour perdu,
j'aurais au moins eu la satisfaction de lui avoir fait couler des larmes. Finalement, elle a accepté de me laisser partir. J'ai monté les escaliers et une fois en haut, je lui ai demandé de descendre à son tour dans la cave, à ma place. Étonnamment, elle a obéi sans sourciller, en voyant une de mes mains plaquée sur le cou de son cher petit toutou. Puis j'ai fermé la porte en relâchant Puppy, le laissant retrouver sa maîtresse en bas. Je suis rentrée chez moi, où j'ai eu la surprise de trouver mon mari en compagnie de policiers. Il semblait aussi étonné qu'eux de me voir, pensant sans doute que j'avais subi le même sort que les autres disparus. J'ai appris à ce moment que le fameux Poivreau avait finalement indiqué à la police que j'avais été attrapée par Jeanne. Personne ne l'a cru évidemment. Les policiers pensaient qu'il racontait des histoires sous l'emprise de l'alcool. Seulement, le jour où il est venu, mon mari était là pour signaler ma disparition. Et tenez-vous bien, le mec bourré là, c'était un des anciens collègues de ma chère moitié. Il avait divorcé il y avait 4 ans de ça et ne s'était jamais remis du départ de son épouse, du moins en apparence. La vraie raison, c'était qu'un soir, ils s'étaient disputés tous les deux, et son épouse s'est rendue dans la fameuse maison d'hôte de Jeanne. Le mari esselé, faisant le pied de grue devant la bâtisse jour et nuit, attendant le retour de sa belle, elle n'en est jamais ressortie. Il a sombré dans l'alcool après ça, perdant son travail. Mon mari a essayé de lui faire remonter la pente sans succès. Néanmoins, il acceptait de recevoir de temps en temps des petits présents sous forme de nourriture de la part de mon mari, sachant que son ancien collègue squattait régulièrement le devant de la station-service près de notre motel. Ça faisait d'ailleurs partie de ma dispute avec lui. Le soir où on s'est engueulé, je lui demandais où passait une partie de l'argent. Il avait refusé de me le dire, disant qu'il avait promis de ne pas en parler. Moi, je pensais qu'il me trompait et que les sommes disparues finissaient en bijoux ou en cadeaux pour sa potentielle maîtresse. Le fait est qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il offrait de la nourriture en secret à un alcoolique devenu notoire et bien connu de la police pour ses exploits alcoolisés, causant des scandales à répétition dans la rue. Et le soir où il m'a vu partir, il avait entendu la dispute avec mon mari. Faut dire que tout le motel en a profité tellement je gueulais. Ça a dû lui rappeler de mauvais souvenirs. Et étant très attaché en tant qu'ami à mon mari, connaissant mon visage, l'ayant vu sur des photos montrées par mon époux, il s'en est pris à moi pensant que j'allais partir comme sa propre femme l'avait fait. Quand il m'a suivi, c'était pour s'excuser de sa conduite. Et puis il m'a vu me diriger vers l'endroit où son épouse n'était jamais ressortie. C'est pourquoi il a tenté de me prévenir en m'incitant à ressortir avant qu'il ne soit trop tard. Quand je suis revenue dans l'appartement, les policiers discutaient avec mon mari de la manière de procéder pour obtenir un mandat et fouiller la demeure de Jeanne. Mon mari s'étant porté garant des dires de son ami et ancien collègue, car il savait qu'il ne mentirait pas sur un sujet aussi grave, proche de ce qu'il avait vécu par le passé. J'ai expliqué à mon tour comment j'avais réussi à m'enfuir. Jeanne fut appréhendée après avoir été libérée de sa propre cave. Elle a expliqué, lors de son interrogatoire, qu'elle avait agi pour punir ceux qu'elle jugeait être des dépravés. Ceux et celles qui venaient chez elle étaient tous coupables de relations interdites ou vivant dans la luxure. Elle faisait ça pour libérer la société d'immondices ne méritant pas de vivre. En revanche, elle a refusé d'indiquer comment elle avait acquis sa technique de dissolution des corps, ni où elle se procurait les fameux tonneaux. Ce n'était pas du simple bois, il n'en avait que l'apparence. C'était une matière à mi-chemin entre le verre et d'autres matériaux, capable de contenir des acides parmi les plus corrosifs. Quand elle apprenait les relations interdites de certains de ses clients, elle trouvait toujours une excuse pour qu'ils s'approchent de la porte de sa cave et les jetaient à l'intérieur. Elle les nourrissait dans un premier temps, avant de leur demander de renier leur vie dissolue et se repentir. S'ils refusaient, elle cessait de leur fournir tout aliment. Une fois morts de faim, elle découpait les corps avant de les plonger dans un tonneau rempli d'acide de sa composition. Ça aussi, elle a refusé d'indiquer d'où elle tenait son savoir de parfait petit chimiste et où elle se procurait les ingrédients pour créer son liquide dissolvant. Au bout de 3 mois, le temps nécessaire au corps pour être totalement dissous, le liquide était déversé via une trappe située dans la cave reliée aux égouts de la ville. Quand je suis venue, j'ai parlé de la raison de ma venue
et elle s'est imaginé que je lui avais menti, et qu'en fait j'avais accusé mon mari d'adultère pour mieux cacher ma propre perversion avec un autre homme. Jeanne est en fait une pauvre femme s'étant autoproclamée comme épuratrice, et comprenant ce qu'elle voulait bien, adoptant sa justice qui, à ses yeux, est tout à fait louable. Elle a même rajouté qu'elle ne devrait pas devoir se cacher pour ses actes, et qu'on devrait la décorer pour ce qu'elle a fait. Elle a avoué être l'auteur de 34 disparitions depuis 5 ans. Après toute cette histoire, ma relation avec mon mari s'est renforcée, et son ami a accepté de suivre un programme anti-alcoolique, avec pour objectif de reprendre sa vie en main. L'acide de Jeanne est en phase d'étude pour comprendre sa composition. Les scientifiques espèrent pouvoir lui trouver une utilisation moins morbide que ce qu'en faisait Jeanne. La demeure de celle-ci a été démolie pour laisser place à un centre social destiné aux problèmes de couple, une sorte de clin d'œil à l'activité révolue de la dissolveuse, le nom que la presse lui a donné. Depuis ce jour, j'ai appris à faire confiance à mon mari, et celui-ci m'a juré de ne plus avoir de secret pour moi, aussi petit soit-il. Et pour se faire pardonner, il m'a même acheté un portable dernier cri, muni d'une application de géolocalisation, juste pour être sûr de savoir où je suis, si je me trouve sur le chemin d'une autre Jeanne.